Un empire qui traite ainsi ses vassaux montre seulement à quel point il est lui-même dans la merde. La campagne contre la Russie était en réalité le plus grand plan d'amortissement de l'économie allemande. Il y a eu une inversion entre bourreau et victime, et elle se transmet d'une génération à l'autre. La russophobie est-elle une forme de racisme? Russophobie eine Form des Rassismus? Gegen den Strom. Zur Person. Contre-courant, le portrait. Bonjour et bienvenue dans Contre-courant. Nous présentons des positions et des perspectives que les médias de propagande passent sous silence. Peut-on gagner une guerre perdue? Il s'agit de la guerre contre la Russie, qui n'a pas été une guerre comme les autres. Quel rôle les intellectuels, ou ce qu'il en reste, les universitaires, jouent-ils dans la préparation de la guerre? Et quelle importance les élites économiques ont-elles eue? L'auteur de ce livre posait déjà ces questions en 1977. La réparation ou comment gagner une guerre perdue. Il a été écrit par l'écrivain et enseignant-chercheur Michael Schneider. Bonjour. Peut-on gagner une guerre perdue? Kann ein verlorener Krieg gewonnen werden? Kann es im wirtschaftlichen Sinne. Und das hat die Bundesrepublik Il peut le faire au sens économique. La République fédérale l'a montré dans les années 50, après l'effondrement du Troisième Reich. Avec l'aide des Américains, ils sont parvenus, comme nous le savons, à maintenir l'ancienne élite économique du Troisième Reich, les grands patrons des banques et de l'industrie, qui avaient mené le réarmement, qui avaient gagné énormément d'argent grâce à ce réarmement, puis plus tard aussi, grâce à l'emploi de travailleurs forcés. On le voit au fait qu'entre 1942 et 1944 ou 1945, le capital action a énormément augmenté. Le capital action allemand a connu un boom. Kurt Pritzkoleit, l'un des journalistes économiques critiques de l'après-guerre, l'a démontré. Einer der kritischen Wirtschaftsjournalisten der Nachkriegszeit, der hat das nachgewiesen. Ich habe den oft hier in dem Buch zitiert. Also, je l'ai souvent cité ici, dans le livre. Cette campagne de Russie a d'abord joué un rôle majeur pour l'économie allemande. Monsieur Hermann Abs, le patron de la Deutsche Bank à l'époque, avait, pour ainsi dire, élaboré tous ses plans. Comment ramener au Reich allemand les matières premières, les ressources conquises en Russie et comment les exploiter. Abs et d'autres messieurs issus de la grande industrie y ont beaucoup réfléchi. Il existe des plans avec des calculs précis. En réalité, la campagne de Russie était le plus grand amortissement de l'économie allemande. Cela signifie qu'il s'agissait de se trouver de nouvelles garanties pour les crédits. Car ils étaient très endettés. Nous savons qu'à l'époque, les Américains, et surtout les banques américaines, ont permis à l'Allemagne, qui se débattait encore avec la crise économique mondiale, de renouer avec la croissance grâce au plan Dawes et au plan Young. Il fallait bien rembourser tous ces crédits. Et donc, si l'on met de côté l'idéologie, cette campagne de Russie menée alors par la Wehrmacht allemande n'a pas seulement été la pire, la plus cruelle guerre d'extermination raciale que les temps modernes aient connue. Elle a aussi été le plus grand plan d'amortissement de l'économie allemande. Dans le monde anglophone, il y a un dicton « Toutes les guerres sont des guerres de banquiers ». Est-ce vrai? Il y a beaucoup de vrai là-dedans, en tout cas. En ce moment, je lis avec beaucoup d'intérêt les publications d'Alex Kreiner. C'est un géopoliticien américain qui travaille précisément sur ce sujet. Il a produit des analyses très précises, déjà lors de la crise du Covid, mais plus encore aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, sur le rôle que jouent les banques et sur la manière dont elles alimentent ces guerres, en quelque sorte, par des crédits et par d'autres mesures. C'est un sujet sinistre, grave. Il existe d'ailleurs désormais une très bonne analyse de Krieger et Wolfram Elsner sur le rôle du capital financier.
Pendant longtemps, la gauche n'a pas compris que le capital financier joue désormais un rôle tout à fait majeur, qu'il a en quelque sorte largement soumis le capital industriel et qu'il peut donc aussi orienter les décisions qui mènent aux guerres. Pouvez-vous expliquer comment le capital financier pousse aux guerres? Kriege antreibt. Eh bien, de manière générale, les grands banquiers sont désormais aussi en partie des chefs de gouvernement. Je pense simplement à notre chef de gouvernement, Friedrich Merz, qui, comme on le sait, a été le patron de BlackRock Allemagne, donc un homme de BlackRock. Mais Macron aussi était chez Rothschild, il vient de Rothschild. Draghi, longtemps président de la BCE, vient de Goldman Sachs, de même que Sunak, qui a été pendant un temps Premier ministre britannique. Ils ont donc réussi, désormais, à devenir eux-mêmes chefs de gouvernement, ces grands banquiers. Et ils peuvent ainsi, bien sûr, faire énormément bouger les choses dans l'intérêt de leur corporation. Mais cela se fait de manière très discrète. Das findet allerdings sehr diskret statt. Insofern macht es auch wenig Aufruhr unter den Menschen. Cela attire donc peu l'attention des gens. Ça se fait très discrètement, mais cela se fait. Et à tous ceux que ça intéresse, je ne peux que recommander ceci. Elsner et Krieger viennent de publier un ouvrage dans lequel ils ont vraiment travaillé sur ce rôle du capital financier, qui a longtemps été négligé ou sous-estimé dans la littérature classique de gauche, et ils le décrivent. Elsner l'avait déjà fait dans son livre Sur la Chine. Et maintenant, ils en ont publié un ensemble aux éditions Papirossa. Mais ce sont évidemment de petits tirages, et on n'atteint pas un large public avec ça. Aber das sind natürlich kleine Auflagen und erreichen kein großes Publikum. Das ist das Problem. Im Jahr 2013 C'est bien là le problème. En 2013, l'actuel secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, était Premier ministre des Pays-Bas. À ce titre, il a conclu un contrat avec l'entreprise Shell et le gouvernement ukrainien pour explorer les ressources énergétiques de l'Est de l'Ukraine. Pas de chance, ces territoires sont maintenant occupés par la Russie. Est-ce là une cause de la guerre? Liegt darin eine Kriegsursache? Aber bestimmt, es haben ja zum Beispiel die beiden. Mais certainement. Par exemple, les deux élus républicains américains, Graham et... comment s'appelle l'autre? Graham et un autre, ont même reconnu très ouvertement que les matières premières du Donbass, on les estime à beaucoup de centaines de milliards. On ne voudrait pas les laisser à Poutine. On voudrait les exploiter soi-même. Et avant le coup d'État sur le Maïdan, 80% du produit national brut de l'Ukraine était généré dans le Donbass. Im Donbass erwirtschaftet. 80%. Ah ja, das wusste ich nicht. 80%, das ist interessant. 80%. Ah oui, je ne savais pas. 80%. C'est intéressant. Oui. Non, enfin, c'est tout à fait clair. Et le dernier accord qui est passé par Trump et Poutine se sont donc assis ensemble. Et dans ce dernier accord sur l'avenir de l'Ukraine, ce n'est pas par hasard que le patron de BlackRock, Fink, comment s'appelle-t-il? Larry Fink, est entré en jeu. Et il a déjà été placé, pour ainsi dire, comme le chef, l'organisateur et l'investisseur pour l'après-guerre. Ce n'est donc pas un hasard. Et de toute façon, comme nous le savons, le grand capital américain est déjà très fortement engagé en Ukraine. BlackRock y a déjà investi. Une grande partie de l'agrobusiness américain a aussi déjà investi en Ukraine. Dans la célèbre terre noire ukrainienne, très productive, ils sont très fortement présents. Ukrainische Schwarzerde, da sind sie ganz dick drin. Und in anderen Bereichen auch. Also die USA wird sich... Et dans d'autres domaines aussi. Les États-Unis vont d'un côté laisser à l'Europe les coûts consécutifs à cette guerre. Mais en même temps, ils veulent récupérer ce qu'ils ont eux-mêmes investi. Parce qu'au fond, ils ont fait de très grosses affaires. Vous l'avez décrit dans vos analyses, la plus grande partie des soi-disant injections de capitaux que Washington a accordées à l'Ukraine est d'abord allée à l'industrie américaine de l'armement. Et de cette manière, le capital américain est déjà largement en train d'amortir ces coûts liés à la guerre en Ukraine. Et surtout, ils vont le faire. Ils en ont déjà le contrôle
grâce à ce nouvel accord sur les matières premières qui est en cours de négociation. Et quand on regarde cela de près, on ne peut qu'en avoir la nausée. Il y a déjà quelque temps, les investisseurs financiers BlackRock et JP Morgan ont créé un consortium commun pour gérer la dette publique ukrainienne. Peut-on gagner de l'argent avec des dettes? Oui, apparemment c'est possible. Oui, bien sûr. Je veux dire, c'est aussi le cas que pratiquement tout débiteur redoute le moment de vérité, quand les créanciers arrivent et exigent le paiement des dettes. Pour éviter ce moment, on contracte sans cesse de nouvelles dettes afin de payer les intérêts des anciennes. C'est le mécanisme qui fonctionne au fond dans le monde financier actuel. Et c'est aussi ce qui a fait de l'Amérique le plus grand débiteur de toute l'histoire du monde. Au fond, l'Amérique est déjà un État en faillite. D'ailleurs, récemment, un géopoliticien, un analyste quelconque, a aussi dit que les États-Unis étaient en réalité un État en faillite. Et c'est aussi la raison pour laquelle ils doivent sans cesse faire des guerres pour ces dettes. Et surtout, il faut ajouter que ce marché financier est complètement gonflé par des titres structurés, des produits dérivés de toutes sortes, des bons d'options. Exactement. Et ce sont au fond des bulles. Ce sont des bulles financières. Et si ces bulles financières ne sont pas, à un moment donné, de nouveau garanties par des valeurs réelles, par exemple des matières premières venant du Donbass ou d'ailleurs, alors ce capitalisme financier n'a au fond aucune existence. Il finit par s'effondrer. Et c'est la raison profonde de ces guerres. À chaque restructuration de dette, il faut de nouvelles garanties pour les créanciers. Et si nécessaire, elles doivent aussi être intégrées au circuit du capital, y compris par des campagnes de conquête. Très bien. Je n'avais jamais entendu cela formulé aussi clairement. Oui, je le dirais aussi clairement que ça. Il faut les inclure dans les campagnes de conquête. Et les campagnes de conquête d'Hitler et des États-Unis ont fait des millions de morts. Combien de citoyens soviétiques ont dû donner leur vie? Alors, les historiens estiment qu'il existe aujourd'hui un chiffre relativement établi de 24 millions de citoyens soviétiques. Mais parmi eux, et c'est la grande illusion que la plupart des gens reprennent aussi, la plupart pensent qu'ils sont morts lors de combats réguliers. Ce n'est pas vrai. 8 à 10 millions de soldats sont morts en dehors de combats réguliers. Il faut se représenter ça. 8 à 10 millions. Soit ils sont morts de faim. Lors du siège de Leningrad, plus d'1 million de personnes sont mortes de faim. Soit ils sont morts dans les camps allemands de prisonniers de guerre. 3 300 000 Russes y sont morts, soit à cause du travail forcé dans des installations souterraines, comme à Dora, soit parce qu'ils sont morts de faim, qu'ils ont été fusillés ou maltraités dans les camps de concentration. 3 300 000. Et je trouve scandaleux qu'en Allemagne, il n'y ait ni monument ni lieu de mémoire à ce sujet. Nous avons une immense culture du souvenir autour de la Shoah. Et c'est à juste titre. C'était un crime contre l'humanité. Mais il y a un autre crime contre l'humanité qui a fait encore plus de victimes que la Shoah, cette campagne de Russie. Et partout en Allemagne. Mon ami soviétique l'a constaté avec consternation lorsque nous avons réalisé ce projet, dont je pourrais parler tout à l'heure, lorsque nous avons voyagé ensemble à travers l'Allemagne, à travers la République fédérale d'Allemagne. Il m'a dit, « Dis-moi, je vois partout des monuments liés à l'Holocauste, et ainsi de suite, des lieux de mémoire. Il y a aussi beaucoup de manifestations culturelles ici, en Allemagne. Mais où sont les manifestations et les monuments qui rappellent les immenses sacrifices que mon peuple a dû consentir pendant cette guerre?
Il était complètement bouleversé. Il a aussi cherché des personnes de la génération allemande qui avaient connu la guerre, avec lesquelles il pouvait parler des massacres. Il n'en a trouvé que très peu. Ein Autor der Frankfurter Allgemeinen Un auteur de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, Stefan Locke, consacre toute une page 3 à la commémoration de la libération du camp de concentration d'Auschwitz. Mais sur toute cette page 3, Stefan Locke ne mentionne pas une seule fois que c'est l'armée rouge qui a libéré Auschwitz. Qu'en pensez-vous? C'est scandaleux. Auschwitz befreit hat. Ja. Was halten Sie davon? Es ist ungeheuerlich. Es ist ungeheuerlich. Also die Ignoranz oder das Verdrängen. C'est monstrueux. L'ignorance, le refoulement et le silence autour de ces crimes gigantesques commis par les Allemands pendant la campagne de Russie restent aujourd'hui encore un sujet tabou. Pour ma part, je l'ai formulé ainsi, déjà à l'époque dans mon livre, et de nouveau dans le grand essai sur la guerre en Ukraine auquel je travaille en ce moment. L'exception, c'était la génération de 68 qui a fait le ménage là-dedans. Mais depuis 1945 et depuis la génération des baby-boomers, disons, il y a eu un véritable renversement entre bourreaux et victimes. Eine richtige Täter-Opfer-Umkehr stattgefunden. Die Opfer, die Russen, Les victimes, les Russes, les citoyens soviétiques ont été désignés comme les coupables. Et après 1945 aussi, ils étaient de nouveau les coupables, désormais également dans le rôle des vainqueurs et des juges redoutés. Mais il y a eu une inversion entre bourreaux et victimes, et elle se transmet d'une génération à l'autre. On le voit bien. Sinon, on ne pourrait pas expliquer comment une russophobie aussi incroyable a pu apparaître en Allemagne en seulement quelques années, s'il n'existait pas une continuité historique et, pour ainsi dire, un mode de transmission presque génétique de cette inversion entre bourreaux et victimes. Moi aussi, je l'ai déjà vécu quand j'étais enfant. Ich habe das als Kind ja auch schon erlebt. Ich habe als Kind, als ich 5 Jahre war, Quand j'avais 5 ans, ma famille s'est retrouvée dans le village de Grenoble, en Haute-Bavière, au pied de la Zugspitze. À 4 ou 5 ans, j'entendais sur les Russes des histoires tellement horribles que les contes les plus terrifiants paraissaient insignifiants à côté. On disait, par exemple, que les Russes avaient cloué des femmes allemandes et des paysans aux portes de granges, et ainsi de suite. Autrement dit, j'ai grandi avec cette haine de la Russie, avec cette haine russophobe. Et ce n'est qu'à l'époque de 68, en m'intéressant plus profondément à toute cette histoire, que j'ai compris à quel point il s'agissait d'une incroyable diabolisation propagandiste. propagandistische Verteufelung war. Nicht nur der Russen, sondern das war eine Pas seulement de la part des Russes, mais c'était une structure de propagande de toute l'ère Adenauer. Les Russes étaient de nouveau les méchants. Ils étaient de nouveau les ennemis de la guerre froide. Et maintenant, ils le sont à nouveau. Comme s'il n'y avait jamais eu Willy Brandt, jamais eu l'agenouillement de Willy Brandt à Moscou, à Varsovie, et ainsi de suite. C'est donc monstrueux, la manière dont cela fonctionne. Et c'est consternant. Je suis profondément consterné de devoir encore vivre cela à mon âge. Voir l'Allemagne à nouveau poussée, pour ainsi dire, par les médias et la politique sur cette voie russophobe et constater qu'il y a malheureusement très peu de résistance contre cela. C'est ce qu'il y a de plus accablant. La russophobie est-elle une forme de racisme? Oui, absolument. À quoi attribuez-vous ce renversement de la culpabilité? Est-ce seulement de la propagande? Ist das nur Propaganda? Nee, es ist nicht nur Propaganda. Es ist natürlich, also wenn man weiß, was unsere Väter und Großväter im Russlandfeldzug für Verbrechen begangen haben, die meisten wissen das ja gar nicht. Es wissen noch nicht mal meine Enkel. Wenn ich denen davon erzähle, die denken, ich erzähle Schauermärchen, ne? Weil diese Verbrechen so ungeheuerlich sind, waren natürlich die Parce que ces crimes sont si monstrueux. Les Allemands, qui rentraient en Allemagne après la captivité et après la campagne militaire, étaient bien sûr, eux aussi traumatisés à leur manière.
Mais ils étaient traumatisés, pour ainsi dire, parce qu'ils avaient participé à ce qui est en fait le plus grand crime, enfin, le plus grand crime de guerre des temps modernes. Ils avaient participé à cela. La plupart, je crois, n'ont pas pu le surmonter eux-mêmes. Ils l'ont refoulé, ils l'ont édulcoré, ou bien ils en ont eu des cauchemars. Je sais, par exemple, que mon oncle, qui a participé à la campagne de Russie, a eu des cauchemars jusqu'à la fin de sa vie. Bis an sein Lebensende hat Albträume gehabt. Ne? Wie wirkt das denn? Quel effet ça a-t-il sur les générations suivantes? Vous avez dit que vos petits-enfants pensent que papy a mal dormi ou quelque chose comme ça. Ja, die Enkel, naja gut, ich will es mit denen ja nicht verderben, weil Les petits-enfants, bon, je veux pas me fâcher avec eux, parce que je veux quand même garder de bons contacts avec la famille, évidemment. Alors, on évite simplement le sujet. C'est très difficile. Ils disent, bon, ça remonte à longtemps. Certes, les Allemands ont commis une grave injustice, mais ça fait quand même 80 ans maintenant. Et tout ça. Pour eux, ils ne voient pas la continuité. Cette continuité, alors qu'elle saute aux yeux. die Kontinuitäten, obwohl die auf der Hand liegen. Wenn die frühere Außenministerin Si l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, déclare en substance, pendant son mandat à Francfort-sur-l'Oder, « Je me tiens ici sur les épaules de mon grand-père, qui a lui aussi déjà combattu les Russes. der auch schon gegen die Russen gekämpft hat. Wie erklären Sie sich das? Das erkläre ich mir. Comment vous expliquez-vous cela? Je ne l'explique que par cette inversion entre victime et bourreau. Et c'est devenu un trait presque génétique, ou en tout cas une caractéristique tout à fait essentielle de cette société d'après-guerre sous Adenauer. Et cela continue de se transmettre, parce que ce n'est pas réellement analysé. Je l'ai vu dans mes 2 livres sur la Russie. Ils étaient importants, certes, mais ils n'ont eu en fait que de faibles tirages. Ils ne sont pas allés au-delà de la première édition, parce que c'est comme ça. Un jour, avec Wolfram Wette, avec qui j'ai aussi beaucoup, un historien de l'Office de recherche sur l'histoire militaire à Fribourg. Forschungsamt In Freiburg. Der war für mich ein wichtiger Bezugspunkt, als ich dann mein Il a été un point de référence important pour moi quand j'ai écrit mon livre sur Barberousse, parce qu'ils avaient toutes les analyses et qu'ils ont fait un travail formidable en fait. Et il m'a raconté un jour, « Tu sais Michael, près de 10% de mes collaborateurs, ou en tout cas beaucoup d'entre eux, arrêtent au bout d'1 ou 2 ans parce qu'ils ne supportent pas psychologiquement ce que révèlent les documents. La cruauté. La cruauté. Et je peux le comprendre. Je peux comprendre toutes ces personnes. C'est insoutenable. Es ist nicht auszuhalten. Diese Schuldumkehr hat Cette inversion de la culpabilité a peut-être conduit à une impressionnante communion des cœurs après l'invasion russe de l'Ukraine, le 24 février 2022. die Ukraine am 24. Enfin, on pouvait de nouveau haïr les Russes. Est-ce vrai? Endlich konnte man wieder die Russen hassen. Stimmt das? Ja, das war sicher eine Art Entlastung. Oui, kollektive Entlastung. ça a certainement été une forme de soulagement, un soulagement collectif. Les Russes s'étaient révélés être les agresseurs, alors qu'en réalité, on peut aussi voir les choses tout autrement. Je considère malgré tout que cette invasion de Poutine est une erreur, parce qu'il met ainsi toute l'OTAN contre lui. Mais on peut évidemment le comprendre, parce qu'après tout, les 2 provinces sécessionnistes de Louhansk et de Donetsk étaient en permanence sous les tirs de l'artillerie de l'armée de Kiev depuis le coup d'État du Maïdan en 2014. Standen seitens der Kiewer Armee. Die haben ja Russland gebeten, dass sie aufgenommen werden können. Ils ont demandé à la Russie de pouvoir être admise en tant que province ukrainienne menacée, mais sécessionniste, et elles ont alors été officiellement admises. C'était donc en quelque sorte aussi un devoir pour la Russie de protéger ces 2 provinces devenues russes. Donc, puisqu'on dit toujours que c'était une guerre d'agression, à première vue, c'en est une. Mais il y a cette belle formule de Machiavel, je crois, qui dit « Ce n'est pas celui qui prend les armes, le premier, qui est le véritable responsable et le coupable, mais celui qui l'y contraint. Derjenige, der dazu nötigt. Tout à fait, oui. » J'ai studié ma place en peu d'initié sur la Russie. Dieses
En fait, ce serait le rôle des intellectuels, quelle que soit leur profession, d'attirer l'attention sur ces liens historiques. Mais cela ne se fait pas. Pourquoi? Ja, das ist eine Frage, die mich auch seit langem beschäftigt. Oui, c'est une question qui me préoccupe depuis longtemps. J'ai souvent, et cela m'a fermé certaines portes, dénoncé dans mes essais ce qu'on pourrait appeler la trahison des intellectuels, y compris de nombreux intellectuels de gauche. Je l'ai déploré et je l'ai vraiment attaqué. Mais sur ce sujet, on se retrouve assez seul. Mon ami Stéphane Reinhardt a écrit un excellent texte, La trahison des intellectuels, dans lequel il recense précisément cela pour les différents groupes d'intellectuels en Allemagne. Et c'est vraiment bouleversant. C'est bouleversant de voir comment des intellectuels autrefois engagés à gauche se retrouvent soudain dans ces dérives. Plötzlich in diese Fahrwasser geraten. Aber natürlich hängt da immer Karrieren dran. Mais bien sûr, il y a toujours des carrières en jeu. Je veux dire, nous avons tous fait cette expérience. Vous aussi, sûrement. Si vous n'écrivez pas dans le sens du courant dominant et que vous exprimez vos critiques, vous êtes très vite écarté. C'est comme ça, désormais, en Allemagne. Heureusement, j'étais indépendant. J'avais mes revenus grâce à ce poste de professeur à l'Académie du cinéma, donc je ne dépendais pas uniquement de l'écriture. Mais j'ai évidemment constaté que beaucoup de rédactions et de journaux pour lesquels j'écrivais auparavant, soudain, le vent a tourné et on s'est retrouvés dehors. Wieder ein anderer Wind wehte und man plötzlich raus war. Ich bin auch aus meinem Verlag raus. Ich bin seit 19... J'ai moi aussi quitté ma maison d'édition. Je suis chez Kiepenheuer & Witsch depuis 1980 et j'y avais une bonne place. Ils ont publié beaucoup de mes livres, des ouvrages littéraires, mais aussi par exemple des documentaires, et aussi beaucoup d'essais et de livres scientifiques. Puis un nouveau responsable est arrivé, je ne vais pas citer de nom, le directeur éditorial. Et là, pour eux, je suis soudain devenu un vieux gauchiste dépassé. Ils ont refusé le manuscrit de mon dernier roman parce qu'il y est aussi question de la RDA, un peu du tournant en RDA, que je vois moi aussi de manière très critique. J'ai quitté cette maison d'édition. Au fond, je n'ai plus d'éditeur. Ich bin raus aus dem Verlag. Ich habe im Grunde keinen Verlag mehr. Les appareils idéologiques, comme les maisons d'édition, les universités, les écoles, les églises, vont dépure. Ich denke schon. Also ich meine, das geht... Je pense que oui. Enfin, je veux dire, ça passe aussi, bien sûr, par l'autocensure. Beaucoup de ceux qui sentent le vent tourner comprennent déjà ce qu'ils peuvent encore dire et ce qu'ils ne peuvent pas dire. Et donc c'est clair qu'un assistant à l'université, plutôt que de risquer de proposer un cours sur le capital de Marx ou sur d'autres sujets délicats, préférera offrir un séminaire sur Luhmann ou sur un philosophe postmoderne comme Lyotard par exemple. Je crois donc que ça passe très largement aussi par l'autocensure. C'est en tout cas mon expérience. Es läuft, glaube ich, sehr stark auch über Selbstzensur, ist meine Erfahrung. Bertolt Brecht écrit dans sa pièce Turandot ou le Congrès des blanchisseurs « Vos pensées puent comme des poissons pourris ». C'est très beau. Cela vient du fait qu'elles se marchandent comme sur un marché aux poissons. Parce qu'on les traite comme sur un marché aux poissons. Très bien, oui. Très bien. Seriez-vous d'accord avec cela? Ja, absolut. Oui, absolument. Je suis un grand admirateur de Turandot ou le Congrès des blanchisseurs. Que disent les intellectuels? Also, ich würde sagen, jetzt ist es besonders... Alors, je dirais, c'est particulièrement le cas aujourd'hui. C'était déjà évident pendant la crise du Covid. La plupart des intellectuels ont avalé cette mise en scène, comme je l'appelle, très professionnellement orchestrée et fabriquée. Ils sont tombés dans le panneau. Mais bien sûr, on a aussi vu que ceux qui ne partageaient pas le récit officiel pendant la crise du Covid étaient très vite considérés comme dépassés. Très vite, ils ne trouvent plus leur place dans les forums de discussion du service public. Je ne sais pas exactement ce qu'il en est dans les autres pays. J'ai parfois le sentiment qu'en France, il y a davantage de courage civique et peut-être encore quelques intellectuels de plus.
parce que la France a une autre tradition intellectuelle. Marx a dit, dans ses écrits de jeunesse, cette phrase très triste. Les Allemands ne connaissent la liberté qu'une seule fois, le jour de leur enterrement. Et on peut surtout le dire des intellectuels. Cela veut dire que les intellectuels contribuent à l'enterrement de la liberté. Oui, ils y contribuent, exactement. Peut-on dire que la pensée antidémocratique ne naît pas dans les milieux des personnes aux capacités intellectuelles limitées, mais dans la sphère universitaire? Dans le monde universitaire, absolument. Je dirais même absolument. Pourquoi? Quand on regarde nos intellectuels les plus influents, que ce soit M. Sloterdijk ou d'autres, qui ont tous commencé à gauche. Je sais seulement que j'ai lu avec enthousiasme le traité de Sloterdijk sur la République de Weimar, où il écrivait très bien comment ça bascule dans le fascisme, et ainsi de suite. Maintenant, c'est un vrai, pas un journaliste embedded. Ce n'est pas un journaliste. Il se considère comme philosophe, mais un philosophe embedded. Et c'est le cas pour beaucoup. On pourrait en citer énormément. Je trouve qu'il y en a un qui est vraiment terrible. Enfin, je préfère ne pas donner de nom. Qu'est-ce qui fait donc que l'esprit allemand est aujourd'hui un lèche-bot du pouvoir? Alors, je crois d'abord que le mouvement de 68 a été possible et que les universités se sont retrouvées surtout dans une agitation incroyable. Cela est allé si loin que nous pouvions non seulement participer à l'élaboration des programmes d'enseignement, mais nous avons aussi réussi, à l'époque, grâce à nos premières représentations, et ainsi de suite, à avoir notre mot à dire dans les nominations de professeurs. C'était comme ça, autrefois. Et je crois que cela a profondément effrayé les dirigeants de l'époque. Les prémices de la démocratisation représentaient un danger. Un danger. Cela les a profondément effrayés, et ils se sont jurés que cela ne devait plus jamais se reproduire. Comment s'y sont-ils pris? Il existe des études sur le rôle des services secrets américains qui ont très fortement poussé en Allemagne, leur principal allié européen, des récits américains élaborés aux États-Unis afin qu'ils deviennent populaires en Allemagne. Je pense que cela joue un rôle majeur. Ils l'ont fait de manière très habile. Le modèle américain et la conception américaine de la démocratie se sont ainsi vraiment imposés ici, alors qu'au fond, c'est une pure fiction. En réalité, c'est une oligarchie qui se cache derrière une démocratie, derrière une façade démocratique. C'est ainsi que je qualifierais aujourd'hui la société américaine. Et la plupart des autres sociétés européennes vont aussi dans cette direction. Et l'Allemagne, plus que jamais. Mais il est tout de même remarquable de voir à quel point cela a bien fonctionné. Je crois que le processus de Bologne a joué un rôle important là-dedans. Les universités ont vraiment subi une reconstruction. On voit encore aujourd'hui ce qu'il en reste. Les universités sont devenues des usines à apprendre anonymes. Et la sociologie, par exemple, que j'ai étudiée après mes études de base en sciences naturelles, est devenue une faculté complètement molle. On n'y lit ni n'y enseigne plus Marx, Marcuse ou Adorno, mais des philosophes positivistes abstraits quelconques. Elle a donc été totalement purgée. La sociologie est une discipline où il s'agit avant tout de statistiques. Donc une purge dissimulée. Une purge dissimulée, c'est ainsi qu'on peut l'appeler. L'historien Karl Dietrich Bracher, décédé depuis longtemps, écrivait en 1969 dans son livre La dictature allemande, je cite, « La mise au pas de la vie intellectuelle allemande sur la révolution nationale de Hitler fut consternante. Non seulement au regard du caractère primitif de l'agrégat d'idées dont se nourrissait l'idéologie nazie, mais plus encore par la soumission aveugle à sa prétention d'exclusivité, délibérément intolérante. »
Mais cela ne faisait que démontrer le processus d'automise au pas, qui s'étendait des spécialistes du droit public aux économistes, des historiens aux germanistes, des philosophes aux scientifiques, des publicistes aux poètes, musiciens et artistes plasticiens. Byzantinisme, manipulation et contrainte s'y imbriquaient de manière indissociable. Est-ce comme aujourd'hui? Sehr schön. Sie het gezond in 19 studs. Also damals könnte À l'époque, beptreist zenmith, Tagnu Schmidt, it's Gauth, Vitrangt in Ingwer. und so weiter und so weiter. Das ist ja eine ganze. Also. C'est tout un... Enfin, aujourd'hui, c'est de nouveau le cas, d'une certaine manière. Je veux dire, quand on pense à notre grand ancien philosophe libéral, celui dont... Ah, son nom ne me revient pas. Celui... Na, komme nicht auf den Namen. Weil ich mich über den so geärgert habe. Qui voulez-vous dire? Habermas. Ach so, der Ja, kürzlich Habermas. verstorbene Jürgen Habermas. Habermas, kürzlich verstorben. Ah oui, Jürgen Habermas, récemment décédé. Jürgen Habermas, récemment décédé. Il a écrit de très belles choses à l'époque de 68, même si c'est de lui que vient le vilain mot de fasciste de gauche. Mais ensuite, encore et encore, il s'est, disons, rendu cher aux yeux des gouvernants. Et toute cette philosophie du discours qu'il a développée, c'est bien mince. Il n'y a là aucun vrai souffle, aucune pensée de résistance. Et pour moi, c'est typique. Il passe pour le philosophe allemand de l'après-guerre, Habermas. Der deutsche Nachkriegsphilosoph Habermas. Inzwischen haben wir Entre-temps, nous avons une génération qui ne sait même plus ce que ce nom signifie. Vivons-nous une époque d'idiotie? einer Zeit der Idiotie. Also ich denke, das hatte Erich Fromm mal gesagt. Alors je pense qu'Erich Fromm l'a dit un jour et je l'estime beaucoup. Il avait vu venir le début de l'ère informatique et il était très attentif à tout cela. Erich Fromm disait « Je prévois une époque où les professeurs seront peu à peu remplacés par des programmes informatiques. Aujourd'hui, on dirait par l'IA, par la robotique et l'IA. » Et il disait « Je vois cette époque arriver. Et si elle s'impose vraiment, si ce ne sont plus des êtres humains qui enseignent aux étudiants et qui échangent avec eux, mais des programmes abstraits, aujourd'hui on dirait des programmes d'IA, alors une culture millénaire prendra fin. Ces derniers temps, quand je vois les progrès réalisés par l'IA, quand je vois déjà mes petits-enfants bricoler leurs textes avec l'IA, je repense sans cesse à cet avertissement d'Erich Fromm. Nous sommes désormais sur une voie qui peut vraiment faire froid dans le dos. Der einem wirklich das Gruseln lehren kann. Wächst Nous entrons dans une nouvelle ère d'analphabétisme. Analphabetismus. Ja, denke ich schon. Das kann man daran sehen. Oui, je le pense. Ça se voit à ça. Je l'ai déjà constaté quand j'enseignais à l'Académie du film du Bade-Württemberg. Leur connaissance de la littérature était vraiment extrêmement limitée. Ils connaissaient à peine Brecht, ils avaient encore quelques classiques en tête, mais les classiques de la modernité, ils ne les connaissaient déjà plus vraiment. En matière de cinéma, ils connaissaient, disons, les toutes dernières productions d'Hollywood. Mais les classiques du cinéma, de Lubitsch jusqu'à... Enfin, comment s'appelle-t-il? Le Grand. Le nom ne me revient pas. Malheureusement, j'ai une mauvaise mémoire des noms. Na, der Große. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Mein Namensgedächtnis ist leider. Lubitsch, Curtis, exactement. Fassbinder, Wim Wenders. War schon nicht mehr in. Fassbinder n'était déjà plus à la mode. C'est là que j'ai compris que toutes les époques de l'histoire de la culture, en l'occurrence de l'histoire du cinéma, disparaissent. Ça ne les intéresse plus et on les enseigne à peine. Donc, il se produit quelque chose d'incroyable. Je crois que nous allons vers une époque qui n'aura plus d'histoire. Historische Amnesie. Amnésie historique. Amnésie historique, oui. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a dit « Les Russes ont pardonné, les Allemands ont oublié ». Êtes-vous d'accord avec cela? Oui, tout à fait, oui. Würden Sie dem zustimmen? Ja, sehr gut, ja. Die Deutschen haben vergessen. Und die Russen Les Allemands ont oublié. Et les Russes ont toujours une grande culture, qu'ils apprécient aussi à sa juste valeur. Je le constate en Allemagne. Nous avons, nous aussi, une grande culture
qui est d'ailleurs très apprécié par les Russes. Cela m'a toujours beaucoup étonné. Après toutes les atrocités que nous avons fait subir aux Russes, ils gardent encore une très haute estime pour la culture allemande. Or, la culture allemande a aussi ses atrocités, ses angles morts, et elle a peut-être même contribué, de manière inconsciente, aux horreurs de la politique allemande. La régression civilisationnelle que vous diagnostiquez fait-elle partie du déclin de l'Occident? On peut le dire ainsi, oui. On peut vraiment le dire. Rien que cette numérisation, c'est un processus énorme. Non seulement elle entraîne la création d'un immense complexe d'industries de surveillance, poussé aussi bien par l'Union européenne que par la Silicon Valley, mais je pense que nous avons effectivement affaire à une césure civilisationnelle et à une crise. C'est ainsi que je le qualifierais. Parce qu'on a tout simplement le sentiment que, pour ainsi dire, tout le fond des Lumières, dans lequel nous, à gauche, nous nous sommes inscrits, et dans lequel le marxisme se situe. Je me suis toujours inscrit dans mes écrits aussi bien littéraires que scientifiques dans la tradition des Lumières. J'ai étudié le marxisme de manière assez approfondie. Mon premier ouvrage était d'ailleurs une tentative de mettre en lumière réciproquement la psychanalyse et le marxisme. Névrose, lutte des classes. C'était d'ailleurs un best-seller mondial. À l'époque, j'ai été traduit dans des dizaines de langues. Tout cela est oublié, bien sûr. Donc, je me suis toujours inscrit dans la tradition des Lumières, et c'est encore le cas aujourd'hui. Mais on s'y sent de plus en plus seul. La prétention à l'universalité de la raison, qui découle des Lumières, est-elle remplacée par une pensée identitaire qui se réfère à la prétention à une validité supérieure de son propre groupe social? Je serais d'accord avec cela. Qui est le porteur social de cette pensée identitaire? De cette pensée identitaire, ce sont donc certains groupes sociaux qui la portent. Bien sûr, ce sont les groupes qui ont investi certains domaines dans la culture, mais aussi en politique. Peut-on l'établir directement par une analyse de classe? Je ne sais pas, je n'y ai pas encore réfléchi, mais c'est une question intéressante. Peut-être des universitaires en situation d'emploi précaire. C'est un point sur lequel j'ai déjà réfléchi à plusieurs reprises. Le précariat académique, joue, je crois, un rôle incroyable dans les processus que nous venons de décrire. Je l'ai aussi montré dans un essai précis où j'ai décrit ce revirement des intellectuels. Et au fond, je l'ai ramené au rôle du précariat intellectuel qui ne peut plus survivre, à l'université comme en dehors. Non pas, en tout cas, en s'appuyant sur des thèmes, disons, émancipateurs, voire anticapitalistes, mais en se positionnant dans ce domaine-là. L'identité est évidemment un vaste et beau champ où l'on peut très bien bavarder et où l'on atteint aussi certains groupes. C'est certainement plus juste. L'historien Götz Ali dit à ce sujet, « Le national-socialisme aussi était un mouvement identitaire. » C'est vrai, oui. La fragmentation de la pensée aujourd'hui a-t-elle un lien avec le néolibéralisme et les formes d'emploi néolibérales? Oui, absolument. Je veux dire, le précariat universitaire est bien la conséquence d'un modèle économique néolibéral qui a naturellement aussi touché les universités, et pas seulement elles. Cela a certainement à voir avec la principale maladie du système économique actuel, le néolibéralisme. C'est lui aussi qui a fait que tout le courant de pensée anticapitaliste, ainsi que la littérature qui l'accompagne, a pour ainsi dire disparu sans bruit, s'est éteint. On ne le trouve pratiquement plus que dans certains groupes ou disons en marge du courant dominant. Alors, moi j'ai encore grandi avec Rudi Dutschke. Nous étions encore amis, surtout après l'attentat.
À cette époque, les sujets qui nous préoccupaient étaient tous liés, bien sûr, à l'analyse du capital et à l'utopie selon laquelle nous pouvions non seulement rendre ce capitalisme plus humain, mais aussi le dépasser. Aujourd'hui, cette façon de penser a complètement disparu. Elle a complètement disparu. Et à cet égard, c'est quand même incroyable de voir à quel point cela a réussi. Et cela a à voir avec la pensée identitaire. Cela a aussi à voir avec le précariat, évidemment. Mit dem Prekariat auch, hat es auch zu tun, selbstverständlich. Aber es hat sozusagen auch zu tun mit Mais cela tient aussi, en quelque sorte, au fait que, même si ce n'est plus tout à fait vrai aujourd'hui, pendant de nombreuses années, dans les années 90 et 2000, il y a eu cette montée en puissance du néolibéralisme et des théories culturelles américaines qui ont aussi submergé les universités. Et la pensée identitaire y joue un rôle très important. Oui, mais ce qui est étonnant, c'est que malheureusement, cela s'est passé ainsi presque partout en Europe, même en France, qui a tout de même une histoire différente de la nôtre, une histoire plus heureuse que celle de l'Allemagne. Quand je regarde la culture à Paris, cela fait déjà des décennies que les nouveaux philosophes y ont réussi et y ont eu le dernier mot. J'y vois peu de forces nouvelles. Weil andere wie Emanuel Todd gar nicht in die Zeitung. Parce que d'autres, comme Emmanuel Todd, ne sont pas du tout invités dans les journaux. Bien sûr, Emmanuel Todd, évidemment, c'en est un, mais je l'estime beaucoup, bien sûr. Dans toutes les sociétés, M. Schneider, bouleversé par le néolibéralisme, il règne une colère immense, à cause des coupes sociales, du transfert de responsabilité de l'État social vers les individus, de la dégradation des conditions de travail et des contrats de travail. Si cette colère reste encapsulée dans le quotidien, elle peut néanmoins être redirigée contre d'autres groupes de population, des minorités ou vers l'extérieur contre d'autres nations. Parvient-on ici à opérer un déplacement de l'agressivité qui est ensuite exploitée politiquement? Eh bien, je crains que cela puisse bien sûr arriver si l'AfD se renforce encore, même si je ne prêche pas l'image de l'AfD comme ennemi. Je trouve que toute la campagne des partis rouge vert rouge contre l'AfD, ce sont justement les fauteurs de guerre. Les Verts, la gauche radicale et désormais aussi les sociodémocrates et les néolibéraux. Ces partis se facilitent beaucoup la tâche en définissant, pour ainsi dire, l'AfD comme étant de droite, proche de la droite, potentiellement fascistoïde, comme un parti identitaire, et ainsi de suite. Mais tout de même, l'AfD a encore un rapport différent à la Russie, par rapport au Parti vert, par exemple. Ils ne sont certes pas directement pro-russes, mais ils ne suivent pas cette ligne russophobe très stricte. Ils le font aussi au sein de la commission d'enquête du Bundestag allemand sur le bilan de la période Covid. L'AfD ne joue pas un mauvais rôle là-dedans. Mais bien sûr, si l'on connaît l'histoire, et elle peut se répéter, simplement dans d'autres conditions, l'AfD peut aussi très vite. Et les fractions capitalistes dominantes sont très très rapides et très très habiles dans ce domaine. Quand des postes de ministres se profilent, ils peuvent très vite être mis sur la voie correspondante. Donc oui, c'est à craindre. Et pour l'instant, je vois bien, je ne sais pas, cela prendra certainement quelques années. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, je pense. Surtout pour un parti qui est aussi très fortement implanté à l'Est. Et l'Est n'a pas cette russophobie qu'a la société occidentale, je trouve. Parce que bien sûr, les citoyens de la RDA ont aussi vu les Russes comme des êtres humains. Ils les ont vus, évidemment, comme des soldats d'occupation, le plus souvent cantonnés dans leurs casernes. Mais ils ont aussi beaucoup côtoyé des Russes. Il y avait de nombreuses manifestations culturelles avec des Russes. Ils ont aussi constaté que les Russes étaient souvent très pauvres, qu'ils venaient de régions pauvres de l'Union soviétique, et ainsi de suite, qu'ils n'étaient pas l'ennemi maléfique. Je crois que c'est ce qui distingue un peu l'Est de l'Ouest.
Donc oui, j'ai cet espoir que cela ne se passe pas tout à fait comme les responsables politiques de l'Ouest le souhaiteraient volontiers. Ist die Brand Rugas oriter in opportunity tiger belistist. Diese Brandmauer, ja. Es gibt ein schönes, Ce cordon sanitaire, oui, il y a un bon journaliste que j'estime beaucoup, qui s'appelle Ivan Scholz et qui écrit aussi de temps en temps dans Der Freitag. Il a analysé cela exactement comme vous venez de le formuler. C'est une sorte de « si ce cordon sanitaire tombe, alors qu'ils le maintiennent par tous les moyens, si ce Belzébuth, pour ainsi dire, n'est plus politiquement maîtrisable, alors ça va devenir difficile. Alors ils devront, ces partis verts jaunes, les jaunes ne jouent absolument aucun rôle. Rouges admettre qu'eux-mêmes sont en réalité les infectés parce qu'ils reprochent sans cesse à l'AfD. Ce sera un affrontement intéressant, car ce cordon sanitaire ne tiendra plus très longtemps, je crois. Je ne le crois pas. Diese Brandmauer wird nicht mehr allzu lange halten, glaube ich. Ich glaube das nicht. weil sich die Mehrheitsverhältnisse Parce que les rapports de majorité changent. Le cartel des partis au pouvoir cherche-t-il son salut dans une vengeance pour Stalingrad? Rache für Stalingrad. Naja, so, Eh bien, je ne voudrais pas remonter si loin dans l'histoire. Je raisonne plutôt en termes d'économie politique. Ce modèle américain, qui reste pour ainsi dire dominant, y compris pour l'Occident. Des oligarchies qui se déguisent encore en démocratie, mais qui en réalité sont au bord de l'implosion de tout leur système financier et de tout leur modèle économique. C'est aussi pour cela qu'elles deviennent si agressives envers leurs propres vassaux, envers leurs propres alliés. Il faudrait encore parler de ce point, car c'est peut-être là que se fonde aussi un espoir. Den Punkt sollte man noch sprechen, denn daraus gründet sich ja vielleicht eine Hoffnung auch. Dieses Modell ist, also ich glaube, Ce modèle peut enfin, je crois que toutes ces guerres d'agression que Trump déclenche, que ce soit la guerre contre le Venezuela ou dans ce cas l'emprisonnement et l'enlèvement de Maduro, et bien sûr, ils mettent tout de suite la main sur le pétrole, puis la guerre contre l'Iran. Le fait que ces deux pays, qui sont presque, avec la Russie bien sûr, les principaux pays pétroliers du monde, deviennent maintenant l'objet de guerres américaines, ça me montre quelque chose. Ça oriente ma réflexion dans une autre direction. Ce capitalisme financier américain, avec ses incroyables bulles financières et cet endettement colossal qui ne pourra jamais être remboursé, essaie par tous les moyens, en quelque sorte, de soutenir à nouveau ce système délabré par des valeurs réelles. marode System wieder zu untermauern durch reale Werte. Und Et c'est évidemment un premier objectif. Also, so erkläre ich mir sozusagen die Donc, je me l'explique comme ça. interessiert nicht verstanden. Je crois que Stalingrad n'intéresse pas les Américains. Ils n'ont pas de traumatisme là-dessus non plus, ils n'y étaient pas. Ils ont aussi financé la guerre d'Hitler, mais c'était il y a longtemps. Chez eux, c'est leur propre survie qui est en jeu. Leur système lui-même repose sur des bases fragiles. C'est un colosse chancelant auquel nous avons affaire. C'est pour ça qu'il est si agressif envers ses États vassaux et qu'il ne les épargne pas. Je veux dire, le meilleur exemple, c'est qu'ils nous font sauter, en quelque sorte, une artère vitale sous les fesses, Nord Stream. Cela a conduit, nous savons quelles en sont les conséquences, à nous rendre dépendants du gaz GNL américain 4 fois plus cher. De cette manière, nous sommes désindustrialisés. De nombreuses industries ne peuvent tout simplement plus tenir face à la concurrence, avec ses coûts énergétiques élevés. Mit den teuren Energiekosten. Also ein Imperium, das so mit seinen Vasallen umgeht. Un empire qui traite ainsi ses vassaux montre seulement à quel point il est lui-même dans la merde. Et mon espoir, en fait, c'est qu'il y ait aussi un mouvement de prise de distance en Allemagne chez certains responsables politiques européens. Ils ont été profondément choqués de voir Trump et Poutine négocier eux-mêmes, pour ainsi dire, derrière leur dos, sans tenir le moins du monde compte de l'Europe. Vous l'avez bien décrit, je crois, dans votre bel article, dans l'article publié sur Overton. Pour l'Allemagne, il ne reste en fait plus que quelque chose comme, enfin, comment l'avez-vous formulé? Dans le nouvel ordre mondial en formation, l'Europe ne reste plus qu'une coupe d'Asie. Une coupe d'Asie. C'est ainsi que je l'ai décrit. Das Kap Asiens.
Das Kapasiens, so haben sie es beschrieben. Genau. Der Schriftsteller Michael Schneider sagt, Exactement. alle Kriege L'écrivain Michael Schneider dit « Toutes les guerres sont des guerres pour les ressources ». Le capital financier vacillant a besoin de nouvelles garanties pour pouvoir continuer à se développer. Merci beaucoup. Dafür vielen Dank. Ici, dans Contre le courant, nous vous présentons des positions et des perspectives que les médias de propagande passent sous silence. Die Propagandamedien verschweigen.